Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Toyota RAV4 PHEV, c'est-à-dire hybride rechargeable ou plug-in hybride, selon ce que vous voulez l'appeler. Là, ici, dans cette version standard, on va faire un essai longue durée, tout type de route. On va même faire de l'autoroute, etc. On va faire un trajet de Paris jusqu'au Mans, car je vais à l'occasion des 24 heures du Mans sur le circuit, le vrai, le 13 km, découvrir un petit peu à quoi ressemble cet événement. Et j'y vais avec cette voiture de chez Toyota, puisque j'ai la chance que Toyota m'invite justement pour participer à cet événement. Donc j'ai décidé de prendre ce gros bébé pour faire la route sereinement. Ils m'ont proposé une GR Supra ou une GR Yaris. Je me suis dit, oh non, un petit RAV4 PHEV avec les aides à la conduite, tout ça, ça serait assez intéressant. Et je fais rarement de la route avec un PHEV, batterie déchargée. Et justement, je voulais voir ce que ça donnait niveau conso et sur autoroute et en ville, parce que je veux faire vraiment le trajet avec tout type de route. On va commencer 100% élec, comme d'habitude, et ensuite à vide. Le RAV4, c'est un modèle que je vous représente rapidement parce que j'ai déjà fait plusieurs présentations. C'est la toute dernière version avec la grosse batterie hybride rechargeable, s'annoncer jusqu'à 98 km d'autonomie dans les meilleures conditions lorsqu'on va faire de la ville. Une batterie qui fait 18,1 kWh, ce qui est quand même assez généreux comparé à des versions hybrides. Quand c'est un full hybride, c'est des petites batteries qui font entre 1 et 2 kWh. Donc là, 18, on voit que c'est quand même beaucoup plus gros. Il existe donc en deux versions ce RAV4, soit en hybride simple qui fait soit 218 chevaux lorsqu'il est en traction, soit 222 chevaux lorsqu'il est en 4 roues motrices. La version 4 roues motrices, c'est la AWDI, All Wheel Drive Intelligent. Ça veut dire qu'à l'arrière, c'est un moteur électrique qui mettra 4 roues motrices. C'est dans certaines conditions, il me semble que ça va jusqu'à 70 km/h seulement. Ensuite, ça redevient une traction. La version que je vous présente aujourd'hui en hybride rechargeable, c'est la même que la AWDI, sauf que beaucoup plus de puissance. Cette fois-ci, on passe à 306 chevaux. Là, ça commence à devenir intéressant. Vous allez voir, ça accélère plutôt fort. 0 à 100 annoncé en 6 secondes environ. 6 secondes, ça commence à causer. Vitesse max, 180 km/h. Et on a l'équivalent en thermique de 185 chevaux et le reste, c'est de l'électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours une réserve de puissance électrique. La batterie ne descend jamais à zéro, même quand on a utilisé en gros les 100% de la plage 100% électrique. Il reste toujours au moins 10% qui servent à jouer en hybride. En gros, lorsque vous n'avez plus de batterie que vous avez rechargée, il vous reste l'équivalent de la version hybride à peu près. Au niveau du gabarit, ça reste toujours le même, 4,60 m de long, 1,85 m de large sur 1,69 m de haut. Au niveau du poids, on est aux environs de 2000 kg, on peut quand même remorquer jusqu'à 1500 kg et un coffre assez généreux tout de même avec 520 litres à l'arrière. Au niveau de l'autonomie, ça restera plutôt raisonnable car de ce côté-là, on peut mettre de la recharge, de l'autre côté, 55 litres d'essence, on fera jusqu'à plus de 600 km tout de même en thermique. On a une garde au sol qui est quand même assez élevée, entre 18 et 19 cm selon la taille de jante. Et les jantes, on aura le choix entre 18 ou 19 pouces. Là, actuellement, j'ai dû, est-ce que j'ai pas regardé, 19 pouces. Et bien, je suis assez surpris que même avec du 19 pouces, j'ai gardé ce confort sur la route. Et la façon dont ça absorbe, etc., même sur les petites routes, c'est assez bluffant. Si vous avez du 18, vous aurez vraiment une voiture ultra confortable. Elle existe toujours en 7 couleurs, on aura 3 sièges différents à l'intérieur, du tissu, du cuir, etc. Et 2 styles de jantes comme on les a là. Au niveau du tarif, à partir de 40 500 € pour les versions hybrides rechargeables, bien sûr c'est un petit peu plus accessible pour les versions hybrides simples. Comme les sièges, elle sera disponible en 3 finitions, design, business, collection. Bon, je vous refais un petit tour très rapide. Sur le haut, toit panoramique et ouvrant sur la partie avant, des caméras là-haut pour les aides à conduite, on a conduite de niveau 2, l'affichage tête haute grâce à l'écran juste ici. Sous ce capot, donc le moteur ici qui fait 2,5 litres, 306 chevaux cumulés avec le moteur électrique à l'avant plus à l'arrière. Un peu plus bas, des blocs optiques ici en LED. Le logo Toyota qui est encore du bleu sur les nouvelles Toyota, eh bien on n'a plus le logo bleu même sur les versions hybrides rechargeables ou les hybrides. Est-ce que ça c'était repris à l'époque, c'était pour dire voilà, nous on fait un petit peu d'hybridation. Ensuite, grande calandre ici, il n'y a pas de version GR par contre sur les hybrides rechargeables. J'avais essayé la version GR Sport, par contre en rouge sur une hybride simple, c'était très sympa. Mais le look est quand même bien fini ici. Des antibrouillards sur les côtés ici et un style qui en impose quand même un petit peu, même si dans cette version blanche, il passe plutôt discret, mais il se fait quand même remarquer. Sur le côté, on retrouve le style caractéristique à Toyota, avec ces arches de roue ici un petit peu découpées et des formes assez géométriques. Le plug-in hybride
De ce côté-là, pour vous rappeler que vous avez pris une version hybride rechargeable, des caméras 360, ça c'est vraiment cool et en plus elles sont de bonne qualité. Des barres de toit sur le haut, un petit peu d'entourage chromé sur la partie haute ici. De ce côté-là, on retrouve la trappe de recharge et de l'autre côté, la trappe à essence. Des jantes avec une finition diamantée qui mettent bien en valeur le contraste, en plus entre le blanc et le noir, et justement ces jantes qui rappellent un petit peu ce contraste de la voiture. Une garde au sol assez haute, comme je vous disais, entre 18 et 19 cm, qui permet normalement de passer sur tous les chemins. Un petit coup de 3/4 arrière, on voit ici le long béquet qui intègre le troisième feu stop et les feux arrière. Alors il reste encore beaucoup d'ampoules, j'aurais bien aimé quand même à ce prix-là qu'on soit en 100% LED à l'arrière. Le rappel plug-in hybride AWD pour dire que c'est une version 4 roues motrices, le RAV4 de ce côté-là. Et d'ailleurs le RAV4, franchement je me rappelle quand j'étais petit, j'en voyais des tout petits des RAV4, c'était tout mignon, c'était tout bien. Et maintenant c'est quand même devenu une voiture radicalement différente. À l'arrière, tout est peint, pas de plastique apparent à aucun endroit sur la voiture, c'est plutôt joli. Cette barre de rappel ici pour élargir un petit peu. L'essuie-glace, bien pratique, et le logo Toyota avec un petit peu de bleu également à l'arrière. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 2 pots d'échappement. Bah oui, on a quand même 306 chevaux. 2,5 litres d'ailleurs, le moteur c'est quand même gros de nos jours. C'est rare des si gros moteurs maintenant. Ouverture du coffre électrique. Et donc là, je tombe sur un coffre ultra spacieux pour une voiture hybride rechargeable. 520 litres. Alors regardez, en plus, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un SUV coupé, donc on bénéficie encore de toute cette place ici sur la partie haute. Et lorsque je vais me mettre à l'intérieur, vous voyez que moi j'y vais quand même assez facilement. On a encore de l'espace ici, lorsque je relève. Hop, là, en dessous, on peut ranger ces câbles juste ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une prise 220 volts à cet endroit-là, également avec une prise allume-cigare. Ce qui était bien, c'est que j'ai pu recharger ma trottinette électrique, par exemple, en allant 24 heures du Mans. Je l'avais mise ici et la recharge à l'intérieur. On a un caisson de basse puisqu'on a la sono JBL du côté gauche et à droite, on a un petit creux pour avoir du rangement supplémentaire. Lorsqu'on rabat la banquette qui est en 2 tiers, 1 tiers, on a un plancher plat et environ 1600 litres comme d'habitude au niveau du volume de chargement. Et ensuite, on a la plage arrière qu'on peut refermer, une plage souple qui est plutôt pratique. Alors, au niveau des places arrière, la porte s'ouvre de façon assez correcte, pas jusqu'à 90 degrés, ça aurait pu être pratique. On a les sièges chauffants que je vois directement sur les 2 sièges arrière ici, la vitre avec le bouton, et ce qui est top, c'est que c'est moussé jusqu'en haut, et avec cette sorte de simili-cuir ici, c'est agréable au toucher. Bac de porte avec la sono JBL ici, poignée assez simple, ensuite on sent que c'est du plastique dur, assez basique, mais au moins toute la finition haute est bien agréable. Ensuite, siège en simili-cuir ici, avec des petites surpiqûres rouges, des petites incrustations, la couloir centrale à cet endroit-là et fixation de top taser isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Pour entrer, c'est assez simple, l'ouverture est grande et même au niveau de la banquette, c'est spacieux. Je viens fermer ma porte. On a tous une poignée ici, on a un toit. Alors, c'est pas le plus grand que j'ai vu, mais au moins il y a une partie à l'arrière, une partie à l'avant. En fait, j'ai l'impression que c'est 2 petits toits ouvrants qu'ils ont collés avec 2 petites vitres. L'avant s'ouvre comme je vous disais. Et alors là, par contre, je suis très incliné en arrière. Et normalement, il me semble, voilà, on a plusieurs niveaux. Donc, je peux mettre un petit peu plus droit ou, comme vous avez vu, un peu plus incliné en arrière. Et je vous avoue, incliné en arrière pour faire beaucoup de route et dormir, ça ferait du bien. Poche des 2 côtés. Ici, la climatisation, on peut juste régler le débit d'air, pas la température, et 2 ports USB-C sur le bas. Un gros tunnel central ici avec une partie plastique pour ne pas marcher sur la moquette. C'est assez original, alors parce que le plastique, d'un côté, ça s'abîme un petit peu plus vite, ça va se rayer plutôt que la moquette, et je ne peux pas l'enlever. Au niveau des pieds, j'ai énormément d'espace sous le siège, même si le siège est posé au plus bas. Et au niveau des genoux, c'est hyper généreux. Moi, je mesure 1,80 m, comme je disais, il me reste encore plus de entre 10 et 15 cm avant de venir toucher le siège. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Et pourtant, les 2 sièges à l'avant sont réglés pour moi. La couloir ici, plutôt confort. Ils sont bien au même niveau. Ouais, c'est pas mal. Au niveau de la tête, il me reste énormément d'espace encore. Ouais, c'est rare d'avoir autant au niveau de la tête. Une petite ampoule bien blanche là-haut. La 3e place, même ici, elle est ultra généreuse. La ceinture pour la 3e personne est directement ici. Hop, je glisse là. Ah, ça c'est agréable. Alors c'est plus ferme que sur les côtés, mais ça reste tout de même bien moussé pour une place du milieu. Le dossier, lui, par contre, est très ferme. Mais j'ai de la place avec mon pied qui fait du 44 derrière les rails pour rapprocher mes pieds et pas trop déborder sur les côtés. Ou sinon, je pourrais presque passer ici sur le tunnel.
Et j'avoue que, alors si je suis un petit peu plus petit, ça me dérangerait pas trop d'être là. Pour un enfant, il pourra ranger ses deux jambes ici. Et même au niveau de la tête, on est pas mal. Juste le dossier par contre qui lui apporte aucun maintien parce qu'il n'est pas du tout creusé et qui est beaucoup plus ferme. Mais sinon, ouais, c'est assez spacieux. En tout cas, les deux personnes sur les côtés seront bien. Pas de fixation isofix ou autre sur le siège avant, donc deux sièges bébés à l'arrière. Allez, c'est parti pour le petit tour de l'auto. Donc comme ça, avant juste de rentrer. Ou plutôt pas mal, j'aime bien ces formes qui sont très carrées. Pendant que je suis là, je voulais vous parler des pneus, donc c'est Yokohama. Sous la pluie, ils glissent quand même vraiment pas mal. C'est pas les meilleurs que j'ai essayé. Sur le sec, absolument aucun souci, mais dès qu'il pleut dans les ronds-points et autres, on sent que ça glisse assez facilement, donc je serais plus pour passer à autre chose si vous pouvez, dès que vous avez à les changer. Là, le 3/4 arrière. C'est quand même assez massif, hein. Le RAV4 à l'époque c'était tout mignon, maintenant c'est devenu un gros bébé. Allez, à l'avant. Donc comme à l'arrière, les parties toutes moussées sur le haut, sur les côtés ici. On retrouve les poignées, mémorisation des sièges sur 2 positions parce qu'on a des sièges électriques. Les commandes de fenêtre, de rétroviseur et de verrouillage de la voiture. Ensuite on a des bacs ici, on pourra mettre des bouteilles et un petit rangement ici. Plug-in hybride qui est rappelé encore ici pour être sûr, siège électrique, donc on a les boutons de réglage ici. Et voici à quoi ressemble ce siège. Donc un petit peu comme à l'arrière, on a la bande rouge ici, plus quelques surpiqûres rouges à l'intérieur. Un appuie-tête qui est un petit peu confortable sur le début, ensuite un petit peu plus ferme derrière. Et les sièges arrière pour vous les remontrer. Voilà. La partie toit vitré sur le haut. Pédale, double pédale, puisque voiture automatique, n'est-ce pas? Et par contre, un très gros repose-pied qui est top pour faire de la route. De ce côté-là, on ouvre la trappe à essence, de ce côté-là, on ouvre le capot moteur. Et ici, on a plein de boutons. Alors, celui-là, c'est pour les pleins phares automatiques, pare-brise dégivrant, les caméras, le volant chauffant pour l'hiver, ça c'est le top du top, et remettre à zéro le trip avec les kilométrages et ouvrir le coffre. Ensuite, on a un petit rangement ici, qui est bien pratique, par exemple pour les tickets d'autoroute, etc., ou vide-poche, les clés de la maison. Un aérateur et ensuite à l'intérieur. Allez, je vais me reculer à fond. Hop. Alors, comme ça vous allez avoir le point de vue direct. Je vais la démarrer parce qu'en même temps il fait un petit peu chaud. Hop là. Et voilà à quoi ça ressemble ici à l'intérieur. Vous pouvez voir, ça c'est un rétro. Alors on a le choix, soit il y a un miroir, soit en caméra, grâce à une caméra qui est cachée derrière la vitre arrière. Je vais ouvrir la fenêtre. Alors ça, on a toujours un avis à demander, trucs de confidentialité, etc. Sur les nouvelles voitures. Alors, le volant bien rond, comme d'habitude chez les anciennes Toyota. De ce côté-là, ça va faire naviguer dans l'écran derrière. De ce côté-là, c'est les aides à la conduite, la musique, commande vocale et le volume. Le klaxon au centre. L'écran ici, comme vous pouvez le voir, on peut personnaliser, on a plusieurs styles, plusieurs couleurs, selon le mode dans lequel on est. Par exemple, si je passe en sport, ce sera un petit peu plus rouge. Donc on a toujours plusieurs modes. Donc les modes qu'on retrouvera juste ici, je reviens dessus après. Les clignotants à gauche, de ce côté-là, ce sera pour les essuie-glaces. On a des palettes derrière pour donner une sorte de rapport selon comment on veut rouler. Les rétroviseurs qui sont bien gros, avec une belle visibilité. La sono JBL qu'on retrouve à cet endroit-là. L'affichage tête haute, alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, là, qui scintille un petit peu à cause du saut de rafraîchissement de la caméra. Voilà, quelque chose d'assez simple, mais plutôt qualitatif, avec tout qui est moussé et qui est agréable au toucher. Un écran central ici, donc vous pouvez voir le volume de ce côté-là. Ensuite, c'est toujours très simple hein, à la Toyota. On peut connecter son téléphone, les réglages de la voiture, la moyenne là, hop, et les petits réglages juste ici. Voilà, ça n'évolue pas, c'est toujours assez simple. On n'a pas de raccourci en haut, en bas, à gauche, à droite, ou quoi que ce soit. 2 aérateurs au centre, le warning, le bloc de climatisation ici en physique, ça c'est une très bonne chose, que ce soit pas passé par l'écran. Chargeur par induction avec connectique en USB type A, et ensuite une prise allume-cigare. On peut allumer la charge par induction juste ici. Ensuite, de ce côté-là, le pommeau de sélecteur de vitesse, parking, reculé juste ici, qui m'active les caméras. Donc vous pouvez voir là sur le côté. Alors désolé pour ça. Là, voilà, taux de rafraîchissement. Caméra 360, belle caméra à l'arrière. Et lorsque je passe à l'avant, ça peut également le faire si j'appuie sur le bouton View juste ici, qui va cette fois-ci me donner caméra avant
et arrière. Donc on a des belles caméras 360 et la qualité est plutôt correcte. Je peux passer en mode sport de ce côté-là avec une sorte de passage de rapport comme ça. Donc il va jouer avec cette boîte spécifique de chez Toyota. Pas de mode B, ça freine à chaque fois qu'on freine tout seul ou dès qu'on relâche un petit peu. Le frein de stationnement, donc le frein à main de l'époque, le auto pour ne pas avoir à freiner. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'il faut l'activer à chaque fois qu'on redémarre la voiture. Ensuite, lui dire est-ce que tu veux jouer en hybride ou en élec. Et ensuite, on peut tenir la batterie. Si par exemple on a 100%, lui dire non, non, garde mes 100%, je la veux pour quand je vais arriver en ville. Et reste en hybride simple. Ensuite, les modes, éco ici, sport là, normal de ce côté-là, ou le mode trail ici qui va jouer sur les 4 roues motrices. Ensuite, double porte-gobelet. Ici, regardez ma petite bouteille Gazoo Racing, comme c'est gentil. On a même mis des petits bonbons, ça c'est mignon. Ensuite, on pourra avoir ici un accoudoir avec petite partie pièces, vide-poche, etc. On peut bien sûr l'enlever assez facilement et un bac plutôt profond. Vous pouvez voir, donc ça rentre et 2 ports USB-C ici pour une charge plus rapide. Hop, là et là. L'accoudoir un petit peu moussé également. Pour avoir fait beaucoup de routes, il est plutôt confortable. Et pareil, on retrouve quelques surpiqûres. Les sièges là. De l'autre côté, on a encore du rangement juste ici, bien pratique pour ranger ses téléphones, papiers, etc. Et la boîte à gants, assez standard, juste en dessous. Le rétroviseur, donc ça, je vous l'ai montré, donc caméra ou pas caméra. Là-haut, grand miroir avec un bel éclairage. Le miroir est bien spacieux, donc ça permet de bien se voir. Si par exemple vous êtes une femme, vous vous maquillez, ce sera un petit peu plus pratique. On retrouve micro pour le Bluetooth et ensuite les lumières éclairées côté par côté et l'ouverture du plafond, la touche SOS et le store que je peux refermer juste ici électriquement également. D'ailleurs, est-ce que vous êtes pour ou contre les toits vitrés, vous? Je sais que je connais certaines personnes qui disent « Ah non, 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 j'aime bien que ce soit fermé, que je sois dans mon petit cocon. » Perso, moi, plus c'est spacieux, plus c'est lumineux, mieux c'est. Limite, un RAV4 cabriolet, moi, ça me ferait kiffer. Bon, bref, c'est parti, allons rouler avec cette voiture, direction Le Mans. Et petit débrief dans la voiture, tout ça, tout ça. Alors, c'est parti pour cet essai. Je commence en 100% électrique. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie ici. Non, mince, j'appuie sur le mauvais bouton. EV mode pour pouvoir rester en mode 100% électrique. Comme ça, c'est moi qui choisis. Je peux lui dire tu passes en HEV, tu restes en élec ou tu te débrouilles. L'avantage du EV, c'est normalement, elle va rester toujours en élec. Donc, je l'ai rechargé à 100%. Je viens de la récupérer. Elle m'indiquait après la recharge 80 km d'autonomie. Là, comme j'ai mis la clim, il faisait un petit peu chaud. Elle était restée au soleil. Actuellement, elle m'indique 72 et j'ai fait 1,8 km jusqu'à présent. Ce qui va faire un petit peu la différence. Là, j'ai l'impression, je sais pas si elle est démarrée ou pas. Parce que comme j'appuie sur HEV, souvent ça fait chauffer un petit peu au départ. Donc là, direction Le Mans. On va voir ce que ça donne vraiment sur tout type de conditions. J'ai 203 km, donc on va voir vraiment combien on fait en 100% électrique. Et ensuite, on va voir ce que ça donne en niveau consommation lorsqu'il n'y a plus de batterie. Et je me fais le retour après Le Mans-Paris, vraiment à vide normalement. Alors, c'est pas conseillé normalement de rouler à vide. Le but, c'est de recharger le plus possible. Mais là, je vais suivre les 24 heures du Mans, donc je vais la poser. Peut-être essayer de la recharger, mais le but, c'est aussi de vous donner une idée des consommations que je vais réaliser avec cette voiture. Déjà dans un premier temps, voir en 100% électrique combien de kilomètres on peut faire. Bien sûr, climatisation activée, moi je mets toujours 21, 21,5, 21,5 actuellement. Et j'ai même mis les sièges ventilés, parce qu'il fait un petit peu chaud. Donc comme ça me permet en même temps moi, de me refroidir un petit peu. Hop. On est que c'est franchement agréable. Le côté silence, pas de vibration et autres, c'est très sympa. Même quand le moteur est démarré, c'est franchement soft. Sauf si on appuie fort, on s'en rend pas compte du tout. Et dans tous les cas, il est toujours un petit peu aidé également du moteur électrique, le thermique. Il faut appuyer sur Hold à chaque fois si je veux le auto hold. La voiture ne mémorise pas, ça c'est un petit peu dommage, j'aimerais bien. Alors juste une fois sur tout le trajet
Et après, donc, ça me permet de relâcher également les pieds. Donc sinon, je peux mettre mes aides à conduite, mais en ville, par exemple, là, j'aime bien dans ces conditions pouvoir gérer un petit peu moi-même. Comme il y a encore quasiment le plein, environ 650 km annoncés en thermique, donc au total. Et je ne sais pas si ça s'additionne, les 645 en gros que j'ai ici sur le thermique et les 71 qui me restent en électrique. Je pense que oui au final. Je vous dirai ça également, plus on va rouler, plus la version électrique va descendre et je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Bon, pour la ville, c'est top. L'avantage qui est bien, c'est qu'on a 2 moteurs électriques, c'est que c'est très réactif si j'ai besoin. Je vais pouvoir doubler, je vais pouvoir rouler en électrique vraiment au quotidien. On peut même aller sur l'autoroute en 100% électrique, c'est pas un souci, c'est assez facile pour la voiture de bien se débrouiller. On a plusieurs modes, éco, normal, sport, trail. Trail, c'est vraiment 4 roues motrices pour vraiment motricer au mieux. Le mieux, c'est le mode normal qui se débrouille très bien, ou le mode éco. Le mode éco, ça permet par exemple en ville comme ça d'avoir un côté un peu plus relax. Et même en mode éco, ça relance plus qu'assez si besoin. Si vous appuyez tout au fond de la pédale, la voiture va redémarrer le moteur thermique et vous donner toute la puissance dans tous les cas, que vous soyez en éco, normal ou sport. En sport, il donnera toute la puissance tout le temps. C'est ça l'avantage, il n'y aura pas besoin d'aller au kickdown. Pour la ville, clairement, vraiment, une fois qu'on a goûté aux voitures électriques, le silence, le confort, l'accélération, cette fluidité, qu'il n'y ait pas de passage de rapport, qu'il n'y ait pas de bruit, clairement, ça change la vie. Et, certes, il y a plein de gens qui disent ouais, mais le thermique, c'était bien, etc. Et, clairement, quand on a goûté à l'élec, c'est quand même très très bien aussi. Oui, il n'y a pas le côté plaisir du thermique sur une voiture, mais après, une voiture comme ça, moi personnellement, je préfère justement avoir quelque chose de plus économique, écologique si je peux également, et rouler dans le silence et le confort, parce que là, voilà, c'est très très silencieux. On entend quelques bruits de petits trucs électriques, mais à part ça, c'est vraiment... Et là, c'est bien isolé par rapport au bruit extérieur. Là, le bus. Et en plus, donc c'est un toit vitré, donc ça veut dire toit vitré, on laisse rentrer un petit peu plus de bruit par le haut également. Donc c'est vraiment pas mal. Après, on peut bien évidemment fermer le rideau électriquement. Là, je l'ai laissé parce qu'il y a la GoPro qui est en haut. Mais on est quand même dans de très bonnes conditions là. Alors, je vais sortir de la ville, j'ai réalisé 9,4 km, il me reste 65 affichés et je viens de voir que si j'enlève la clim, ça passe à 69, 4 km de plus, c'est quand même pas rien. Mais je vais me laisser ma clim, le but c'est quand même, on achète une voiture, c'est de rester confortablement installé à l'intérieur. On va passer sur du plus roulant, du 70, 90, 110 même. Et comme je vous disais, surtout l'avantage avec cette voiture et les PHEV, c'est qu'on peut rouler en 100% électrique jusqu'à même 130 km/h. Donc là je suis toujours en élec, c'est très silencieux, 70 km/h, un goudron pop, j'ai mes aides à conduite, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'aime bien me laisser conduire, là ça tourne quand même pas mal, la voiture se débrouille plutôt bien, bien sûr on n'a pas le droit de lâcher les mains, le but c'est de garder les mains sur le volant toujours. Chez Toyota c'est pas du capacitif, c'est il faut mettre un petit peu de force au volant pour pouvoir garder les aides à la conduite. Donc là je vais faire de l'autoroute et en tout cas moi je sais que là par exemple là j'ai 2 heures de route, les aides à la conduite pour moi c'est ultra précieux. Clairement quand je n'ai plus ça, j'avoue que ça me manque énormément. Surtout quand j'ai beaucoup de route à faire. Là par exemple dans les virages etc on reprend la main, mais ensuite ça va être de l'autoroute. Clairement je serais bien mieux avec toutes mes aides. Même à plus haute vitesse, c'est pas mal. Alors en virage, lorsque la voiture tourne un petit peu et selon l'angle de volant, la voiture va ralentir même avec les aides à la conduite. Et là j'ai vu, elle a vu qu'il y avait quelques petits virages, donc elle s'est adaptée un petit peu. Hop, des fois elle me met des messages comme quoi elle détecte bien les lignes sur le côté. Ou sinon, bien tenir le volant. Alors attention, selon les périodes, il faudra le tenir plus ou moins, mais quand c'est en ligne droite sur l'autoroute, il y a un petit peu moins besoin. Par exemple là devant je vois que ça va boucher grâce à Maps, je vois les gens qui ralentissent. L'avantage c'est que là pareil je me laisse conduire, je vais mettre fil de gauche et
donc ça ralentit tout seul. Moi je touche pas du tout à mes pieds, je peux même lâcher les mains, puisqu'à partir du moment où il a retrouvé sa ligne, c'est elle qui me conduirait. Pareil dans les bouchons, là c'est vraiment hyper intéressant. Le côté hybride rechargeable, c'est pareil, c'est cool parce qu'on ne brûle pas d'essence du tout dans les bouchons si on l'utilise dans sa plage de batterie. Puis ce confort quoi. Après l'hybride rechargeable, ça coûte quand même plus cher. C'est pour les gens qui veulent passer à la transition électrique mais qui sont pas prêts à acheter une voiture électrique, mais qui ont quand même la philosophie de se dire ça peut être cool quand même de rouler en électrique au quotidien, en rechargeant, en prenant cette habitude, en rechargeant tous les soirs ou au bureau. Mais qui se dit pour les longs trajets, c'est quand même plus pratique de pouvoir juste mettre de l'essence et s'arrêter à une station essence, hop, refill et recontinuer quoi. Après, pour ce genre de conditions, c'est vrai que l'hybride, un vrai full hybride, c'est déjà vraiment bien. Parce que là, on roulerait quand même en élec. C'est juste que là, on prolonge cette partie électrique de l'hybride. Donc avec un hybride rechargeable qui, au final, est une bonne chose pour ceux qui peuvent recharger. Moi, par exemple, je sais que j'ai un peu la contrainte de recharger et je préfère un full hybride encore. Même si ce côté-là est très intéressant. Après, ça coûte un petit peu plus cher. Après, à voir selon la fiscalité, ça peut être avantageux pour des sociétés encore. Là on passe sur une zone un petit peu plus roulante, je suis à 90, toujours du calme, on entend un petit peu de bruit de roulement, ce qui est normal, hein. Il n'y a pas d'autre bruit à 90 km/h, pas de bruit du vent, pas de bruit de moteur. On va aller accélérer un petit peu plus, mettre à 110, toujours en élec. Un gros avantage là du PHEV, c'est de pouvoir rouler en élec vraiment très très longtemps. Donc fait un peu de bruit, mais bien insonorisé. Dans l'habitacle à 110 km/h, toujours silencieux, très très peu de bruit du vent, même quasiment rien, hein. Toujours pas de bruit moteur puisque un moteur électrique, hein, c'est très silencieux. Si ça ralentit un petit peu devant, ça ralentit automatiquement. Si j'ai besoin de réaccélérer, ça réaccélère comme il faut. Hop. On a plus de 200 chevaux en élec, donc clairement si vous avez besoin de relancer, ça va relancer sans trop de soucis. Ce qu'il faut savoir, c'est que à 110 ça va consommer forcément plus d'énergie en électricité que si on était à 80-90. Monsieur qui a l'air très pressé derrière, laisse passer, on se remet à 110. 110 ça consomme plus, 130 ça va consommer beaucoup plus. Donc si vous habitez un endroit où vous avez beaucoup d'autoroutes à faire, le PHEV, pas forcément. Si vous avez 10 km, ok, pourquoi pas, mais à partir du moment où vous aurez beaucoup d'autoroutes, c'est pas forcément intéressant. Il vaudra mieux un hybride simple parce que ce sera plus léger, on va gagner quasiment 200 kg de batterie et trimballer 200 kg pour rien, c'est pas forcément utile. Sauf si voilà, vous savez que c'est pile poil dans le range que vous allez avoir à accomplir avec la batterie. Mais sinon, si la voiture annonce 80 km d'autonomie en 100% électrique lorsqu'elle est rechargée, vous allez faire à peine 40 si vous faites que de l'autoroute. À 130, à 110 ça consomme un petit peu moins tout de même. Par contre 130 c'est vraiment largement au-dessus. 90, on va dire entre 70 et 90, c'est la plage optimale de consommation en électrique parce que ça roule un petit peu, il n'y a pas trop de résistance au vent. Et c'est normalement le bon compromis. Moi je vois qu'avec mon scooter, j'ai un 125, 80 km/h c'est l'idéal, je fais 1,8 litre de moyenne. Et là c'est le top. Si je suis à 90, je monte à 2 litres. Si je suis à 70, je suis aux environs de 2 litres aussi. Et plus bas, même si je suis à 50, eh ben, je consomme plus que si j'étais à 80. Parce que 80, c'est le bon rapport entre le moteur qui tourne, qui force pas trop, qui fait tourner la roue assez vite. Et en voiture, c'est à peu près pareil. Donc c'est même les idées d'une certaine maire de Paris qui dit on va passer le périph' à 50, et ben mettre le périphérique à 50 km/h, ben, ça polluerait plus parce que justement les voitures rouleraient moins vite et elles seraient moins dans une plage optimale de rendement. Voilà. Donc, il faut le savoir que des fois rouler moins vite c'est pas forcément toujours le mieux. Bon, on continue comme ça. Je vais faire un petit bout de 110, je vais me caler un peu derrière les voitures, faire comme s'il y avait un petit peu de trafic, voir ce que ça donne réellement. Allez, donc là, ça fait quelques kilomètres, je fais du 110, j'arrive à 40 km dans 100 mètres. 40 km, il me reste 33 km. Donc 40 plus 33, vous faites le calcul, ça ferait comme s'il restait 73. Mais je vois que cette fois-ci, ça descend quand même plus vite que tout à l'heure en roulant à 110 km/h.
Le but c'est de vous faire un mix et là je pense que le reste a 32 km. Donc on va dire que c'était censé donner 73, on est d'accord? Donc là ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu l'évolution de la consommation, je vais aller me mettre à 130 km/h puisque là je suis sur l'autoroute et ici c'est 130. Direction Le Mans, je reste appuyé ici pour que ça aille se mettre à 130 sur le régulateur. Allez, je laisse passer cette personne. Et on double. On va aller se mettre à 130. Donc je suis toujours en 100% électrique. Tant que j'ai de la batterie, la voiture va pouvoir rouler vraiment à toute vitesse à l'électricité. Seul moment où ça va redémarrer, c'est si vous lui dites je veux que tu recharges un petit peu, ou que tu passes en hybride, ou que vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur. Mais là, donc je suis à 22 kWh de moyenne au 100 km en 100% électrique depuis tout à l'heure. Là je suis à 130, alors la légère descente, ça bouge un petit peu. J'ai hâte de voir. Donc là je suis passé à 28 km, donc ça descend quand même un petit peu plus vite. Donc on a dit 73, si vous avez bien retenu, voir combien de kilomètres on va faire réellement lorsqu'on accélère un peu plus. Là ça consomme plus parce que justement il y a plus de vent sur le véhicule. Ce qui m'embête aussi, c'est quand les gens ralentissent un petit peu après. Ils te doublent et après ils ralentissent. Et après quand tu te mets sur la file de gauche, ils réaccélèrent. On se remet à droite, on va pas squatter les fils de gauche. À 130 km/h, on a légèrement des bruits du vent. C'est assez léger. Toujours pas de bruit de motorisation, un peu de bruit de roulement qui remonte. Mais les bruits de roulement, justement comme il y a une ambiance sonore avec les bruits du vent autour, on les entend un petit peu moins. Mais clairement, je suis plutôt bien dans mon RAV4. C'est assez agréable. Et donc normalement elle roule en 100% électrique jusqu'à 135 km/h. Au-dessus elle repasse en thermique. Alors tiens, on arrive au péage. Hop. Petit ticket. Hop là. On va se faire un 0 à 100 en élec. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Franchement, ça marche plutôt bien. Hein, juste élec. Et je suis en mode éco. Je m'ai mis le mode plus. Et juste en élec, je suis déjà à 100. Donc franchement, c'est pas mal. Hein, ça avance bien. Et on aurait pu faire un peu plus, c'est juste que je voulais vraiment pas redémarrer le moteur pour qu'il rechauffe, donc il est vraiment resté en 100% élec tout le temps. Allez, à 11, à droite, direction Le Mans. C'est reparti et je me remets raise ici pour retourner à 130. Qu'est-ce que c'est confortable. Comment on a pu se passer de ça sur l'autoroute? Les gens, moi j'ai des copains qui partent au Portugal des fois, ils se tapent 16 heures de route direct. Je sais pas comment ils font sans aide à la conduite, sans rien, et ils roulent avec le pied comme ça. Moi au bout d'un moment j'ai des fourmis dans les pieds. Là je peux bouger mes jambes, je peux regarder à gauche, à droite. C'est tellement plus confort. Puis même ça, c'est clairement un réel avantage. Alors j'en suis à 59,7, il m'affiche encore 1 km restant. Je pense qu'on va très bientôt passer en hybride parce que la montée à 130, à mon avis, 60 km pile poil. La montée, je pense que là ça va me l'achever. 0 km restant. Je suis toujours en EV. Et ça y est, 60 km et 500 mètres. Donc vous avez vu, à la base il m'indiquait 23 km. On était censé aller à 73. Finalement on en a fait quand même beaucoup moins. Donc on voit vraiment la différence. Donc comme quoi à haute vitesse ça va consommer vraiment beaucoup plus que ce qui est prévu de base. Donc ça c'est normal, 130 km/h ça consomme beaucoup plus. Par contre 61 km, donc 60,5 km dans ces conditions, je trouve ça vraiment bien. Ce qu'il faut savoir c'est que si on avait fait que de la ville, on aurait pu augmenter facile je pense aux alentours des 80 km sans trop de difficultés à mon avis. Si ça vous intéresse, vous me dites de le refaire, je reprendrai cette voiture au cas où si l'occasion se présente. Et vraiment essayer peut-être de tester à chaque fois, faire des essais conso vraiment que de la ville ou que de l'autoroute. Mais là on peut le voir que l'autoroute, clairement ça consomme beaucoup plus.
Donc là, ce que je vais faire, c'est tout de suite également remettre la réinitialisation. Hop, effacer les données. Oui, comme ça, je repars à 0. Et là, comme on fait que du 130, ça va nous donner une vraie idée de qu'est-ce que cette voiture consomme à 130 km/h lorsqu'elle roule sans batterie. Parce que ça aussi, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, donc là, comme on est un peu en montée, j'entends un poil le moteur. Parce que c'est la boîte CVT, donc elle force un petit peu plus lorsqu'elle est en montée. Là, je arrive sur une zone un peu plus plane. Et pour pas vous mentir, entre tout à l'heure quand j'étais en élec et là, à régime stabilisé, je fais pas de différence sur une zone plane. Sur la montée, j'ai entendu un poil, très légèrement, en y prêtant attention parce qu'il n'y a pas de musique, rien du tout. À ce moment-là, oui. Par contre, là, pas de différence. Donc au final, ça reste également toujours très discret. On va voir niveau consommation ce que ça donne. Donc là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc sur, il me reste combien de kilomètres? 143 km, donc en gros sur plus d'une centaine de kilomètres déjà, au moins 130 km/h, ça nous ferait une bonne idée. Alors j'arrive à la sortie Le Mans, ici à la 28. Donc j'en suis à 187 km, donc ici que je tourne, Le Mans, 7,5 litres de moyenne sur 120 km en étant resté tout le long à 130. Il n'y a pas eu de ralentissement, rien du tout, il n'y a personne absolument un jeudi soir pour aller de Paris au Mans. Si Jordan partait là, Jordan Bardet, on s'en fiche. Donc 7,5 litres sur autoroute à 130, régulateur. Il s'est mis à pleuvoir un petit peu, il y a eu un petit peu de vent. À un moment, c'était monté à 7,7 litres et ensuite il est redescendu à 7,5 litres. Voilà. L'idée de la conso pour un gros bébé comme ça qui trimballe quand même un gros pack de batterie. C'est plus lourd qu'une hybride simple, donc quasiment 200 kg de plus. Donc, sachant que je suis seul, il y a juste un petit peu de chargement à moi dans le coffre pour ce week-end. Mais à part ça, c'est plutôt agréable. Je me fais conduire depuis tout à l'heure, les aides à conduite fonctionnent bien. C'est pas trop intrusif. Et, je continue comme ça, hein. Je crois qu'il reste encore combien 18 km. Oh, je suis bientôt arrivé. Ça fait plaisir. J'espère qu'il fera beau parce que là sur la route, premier 24 heures du Mans pour moi. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, vous avez déjà été aux 24 heures du Mans? Je pense que c'est un truc mythique et je me suis dit, bon bah, là, j'ai la chance de pouvoir y aller, je peux pas dire non quoi, impossible de refuser. Petit truc aussi, maintenant qu'on est en hybride, c'est j'ai les 306 chevaux parce qu'il reste toujours une réserve de batterie, donc si j'appuie fort, ça part quand même très très bien avec cette voiture. On s'est pas fait de 0 à 100, on s'en refera un dès que je peux. Alors, on peut payer par carte par ici. Donc 306 chevaux quand même si la batterie n'est pas pleine, puisqu'il reste toujours une réserve de batterie. Ne pas faire une jante, et on est bien. Ah ouais, il y a les caméras 360 avec tout le dessous de la voiture aussi, vraiment pas mal. Hop, le ticket, voilà, on paye ça, et regardez, au démarrage, ça marche franchement bien. Bon, on sent qu'on arrive proche des 24 heures du Mans. Une Porsche Panamera avec la tente de toit sur le toit. À côté, un copain à lui sûrement avec une belle 911. Ça sent la passion qui se rapproche là, un petit peu par ici. Ah, ça marche bien. Ça met un petit peu de temps. Alors le temps que la boîte CVT se mette... alors c'est pas des pignons, c'est un petit peu comme un scooter, mais c'est juste que ça se remette bien au bon écartement pour que ça passe. Mais avec l'électrique, si on a déjà le pied un petit peu sur la pédale et qu'on réaccélère un poil, bah, franchement ça réaccélère vraiment bien. Et on sent que le côté électrique est là vraiment pour aider à l'avant comme à l'arrière. Et bref, ça y va franchement bien. C'est assez agréable. Attendez, regardez, là je vais le faire ici, il n'y a absolument personne. Ce que je vais faire c'est ça, hop, je me mets là, et on va se faire un 0 à 100. Allez, full gaz, c'est parti. Let's go, 60, 60, 90 et 100. Ça marche bien. Ça marche largement suffisamment pour un RAV4. Clairement on n'a pas besoin d'autant de puissance, mais c'est plutôt pratique.
Me voici arrivé au moment où je devais rejoindre les copains, moyenne à 7 litres 4, 205 km réalisés et les 60 premiers donc en électrique, donc j'ai réinitialisé, sinon ça aurait été un petit peu plus bas si on compte. Mais moi j'aime pas compter avec la phase d'hybride au début, sinon ça fausse un petit peu et je préfère différencier élec et thermique. Bon, je continue cette moyenne comme ça jusqu'à retourner à Paris et on se refait un petit débrief à ce moment-là. Bon les amis, je suis reparti du Mans. Toyota était deuxième. Bon, bravo à Toyota et c'est Ferrari qui a remporté pour la deuxième année de suite. Franchement, bravo à eux, une course magnifique et merci à Toyota encore de m'avoir invité. Débrief conso, là je suis retourné à 6 litres 9, j'ai fait de l'autoroute, il y a beaucoup de bouchons sur l'autoroute pour rentrer du Mans, donc j'ai décidé de prendre des petites routes et il me reste 104 km de petites routes à faire. J'étais descendu à 7 litres 1, alors je sais pas pourquoi, chaque fois que je reviens côté de la mer, comme ça vers Paris, je consomme moins que à l'aller. Donc peut-être toujours vent de dos ou je sais pas. J'ai décidé donc de reprendre que les petites routes. Il me reste 104 km pour rentrer jusqu'à chez moi. Et ah non, lui il a plus de batterie encore. Bon, je vais changer là-bas. Je vais remettre mes consos à 0, effacer les données. Donc 6 litres 9 et là j'avais fait 328 km. Donc je remets tout à 0. Je remets le trip à 0, je crois que c'est ici pour le trip, voilà, trip à 0, et comme ça, je fais qu'en hybride en passant par les petites routes comme une vraie utilisation. C'est reparti. Et c'est parti. Une petite route de campagne, c'est le côté aussi agréable, hein. La voiture va rouler pas mal en hybride. Chaque fois qu'on relâche, etc., virage, quand c'est un petit peu plat, par exemple, là je relâche, le moteur se coupe tout de suite, instantanément, je refais des petites phases en élec, il redémarre, c'est imperceptible, sauf au bruit si on accélère un petit peu fort, comme d'habitude, hein, moteur hybride. Par contre, ce qui est top, c'est que les transitions sont vraiment imperceptibles. Quelqu'un, il se bouche les oreilles, il serait incapable de vous dire quand est-ce que le moteur démarre ou s'éteint. Donc on va se remettre ici à 90. C'est des petites routes à 90, pas mal. Là, je vais aller vers Chartres et ensuite Chartres jusqu'à vers chez moi, un petit peu en dessous d'Orly. Je me remets Maps. Parti pour 1h45, 103 km. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça parce que ça annonçait pas mal de bouchons. Je me suis dit, plutôt que de reprendre l'autoroute et vous faire juste l'autoroute, comme on a pu le voir, on va dire entre 7 litres 1 et 7 litres 5 sur autoroute, selon les conditions. Donc, je me suis dit, c'est bien de vous faire panel vraiment de tout et tout le monde ne fait pas que l'autoroute et comme je dis le PHEV c'est pas forcément le meilleur ami de l'autoroute. Si vous faites beaucoup d'autoroute, prenez le RAV4 hybride simple, ce sera très intéressant. Il consommera sûrement un petit peu moins puisqu'il baladera 200 kg de batterie en moins. Là on va se faire les petites routes de campagne, un petit peu de ville, des villages, etc. La réalité également de pas mal de personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites le plus comme type de route. Est-ce que c'est plutôt que de l'autoroute ou est-ce que c'est plutôt que des petits chemins de campagne ou que de la ville? Là, au moins, vous aurez le bon aperçu. Si PHEV vous prenez, pour ceux qui font de la ville, ce sera 0 litre au 100 puisque vous utiliserez ça dans les bonnes conditions et vous rechargerez à chaque fois. Et à ce moment-là, là, vous consommerez absolument rien. Toujours mes petites aides à la conduite hein, sur les petites routes. À partir du moment où c'est bien tracé au niveau des lignes, comme là, moi je me fais conduire. J'ai désactivé juste la lecture des panneaux et ça reste quand même un gros plus. C'est pour ça que là je me suis dit, il y avait 25 minutes de plus par les petites routes. Moi, je me suis dit, allez, let's go. Alors, j'arrive bientôt chez moi, 102,3 km réalisés, avec quand même une vingtaine de kilomètres à 110 km/h, ce qui est un petit peu de N104 plus des routes à 110. 4 litres 7 de moyenne en roulant toujours aux limitations, aux panneaux. Il y a eu un petit peu de trafic sur la fin, mais en gros entre 15 et 20 km à 110 et le reste c'était du 90, un peu de 80 et des petits villages. Et là je suis arrivé vraiment en ville. Donc 4 litres 7 c'est plutôt intéressant, sachant que c'est une hybride rechargeable, donc une plus grosse batterie et qu'il faut recharger absolument pour exploiter le plein potentiel. Après je trouve ça vraiment bien pour la ville, ce côté agréable. Qu'est-ce que vous en pensez vous? 4 litres 7, je trouve que 4 litres 7 déjà de base c'est hyper intéressant pour une hybride, surtout avec un SUV de cette taille là, parce que le RAV4 il est quand même très gros hein. C'est hyper spacieux.
ils sont quand même bons. Franchement, c'est comme la Prius hybride rechargeable, j'avais été bluffé par les résultats, alors je les ai plus en tête comme ça. Je sais juste que je m'étais dit, mais comment ils font pour consommer si peu? Pourtant, les hybrides rechargeables sont connus pour, lorsqu'ils sont vides, consommer un petit peu plus. Là, on voit que c'est eux qui étaient les pionniers de cette technologie, donc franchement, hyper intéressant. Très confortable la voiture, je suis bien, ça fait 2h40 à peu près que je suis dedans. Et franchement, confort. Donc, bonne auto, comme le RAV4 hybride. Si vous voulez celle-ci, c'est que vous allez faire beaucoup de villes, etc. Tous les jours au quotidien, vous avez une société, c'est plus intéressant pour le côté fiscalité. Sinon, l'hybride simple sera top et consommera même un petit peu moins si vous ne le rechargez pas. Ce qui serait plus intéressant si vous n'avez pas prévu de recharger votre voiture. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. Puis vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que j'essaye prochainement. Il y a encore pas mal de choses qui arrivent et 2024, ça va être très chargé. Bon, allez, à bientôt. Ciao.